Ah, je sais pas, c'est allumé quoi? J'ai pas de son. Bon, super. C'est rouge, je sais que ça marche. Ce moment d'échange autour des résistances, je disais bonjour avant, vous n'avez pas raté grand-chose encore. Et donc pour ce moment d'échange autour des résistances, donc, et la thématique de ce forum, et avec un focus donc de notre côté sur la dissuasion nucléaire. Depuis la fin de la guerre, la dissuasion en mise en avant pour expliquer un certain équilibre mondial, ou en tout cas un équilibre de l'ordre mondial. On va y revenir. Et régulièrement, là encore, les puissances dotées de l'arme nucléaire réaffirment leur choix et leur investissement. L'idée de préserver leurs arsenaux au nom de la sécurité, au nom aussi, nous dit-on, d'un certain équilibre. Oui, mais voilà, ces armes présentent un risque, un coût, et leur persistance pourrait être questionnée, ce qui est rarement le cas. À la fin de la guerre froide, d'ailleurs, on commençait à imaginer un monde sans nucléaire, enfin certains en tout cas, sans armement nucléaire, la dissuasion ayant peu à peu déserté notre imaginaire collectif. Et puis il y a eu le 24 février 2022 et dans les jours qui ont suivi, la menace de la part du Kremlin d'utiliser un armement, et donc le déploiement notamment de ces soldats et de ces armements aux frontières de l'Europe, chez le voisin biélorusse notamment, le vassal, le président Loukachenko. Au regard de ces menaces proférées et répétées par les autorités russes, et au regard des risques de prolifération, la dissuasion nucléaire est-elle finalement toujours un outil efficace pour assurer notre sécurité collective? C'est à cette question que les membres de notre panel ont bien voulu accepter de répondre, de débattre ensemble. Alors pour nous accompagner dans notre réflexion, trois éminents penseurs et observateurs de ce monde en mouvement et de la question nucléaire, justement. À nos côtés, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui est partenaire de ce débat. Nicole Niesotto, vous êtes historienne, experte des questions européennes et des questions internationales. Vous êtes auteure de nombreux ouvrages. On citera notre Europe avec Michel Rocard, de mémoire. L'Europe a-t-elle encore un avenir stratégique? Faut-il enterrer la défense européenne? Et le dernier en date que vous avez dédicacé tout à l'heure, qu'on peut retrouver toujours en librairie, l'Europe, changer ou périr. On ne pourra pas résumer votre parcours et lui faire honneur en quelques secondes, mais vous avez été présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, vous avez participé activement à l'écriture du livre blanc de la défense également, on pourra peut-être l'évoquer. Et puis ceux qui s'en rappellent savent peut-être que vous avez été au comité de rédaction de la revue Esprit, qu'on vous entendait régulièrement sur France Culture ou dans le Nouvel Esprit public de Philippe Meyer également. Donc les gens qui suivaient ces émissions ont pu être habitués, familiers de vos interventions. Pour nous accompagner aussi, Héloïse Fayet, la preuve là encore de la qualité de ce plateau. Là, on est quand même avec des intervenants de qualité. Héloïse Fayet est une grande spécialiste de la question nucléaire, chercheuse à l'IFRI. Ça vous fait d'ailleurs un point commun, puisque Nicole Niesotto, vous l'avez fréquenté également, vous y avez travaillé par le passé, et à l'Institut français des relations internationales. C'est bien le vrai nom de l'IFRI. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité, coordinatrice du programme de recherche dissuasion et prolifération. On est dans le cœur du sujet. Comme les visiteurs du forum aujourd'hui, régulièrement on vous entend sur les antennes. Vous avez même pu, on va dire, vous échauffer dernièrement avec votre voisin Jean-Marie Collin
sur cette thématique il y a quelques jours sur les ondes de Radio France Internationale. Et puis enfin, à nos côtés et à vos côtés, un prix Nobel, c'est pas tous les jours. Jean-Marie Collin, directeur pour la France de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, l'ICAN France. Alors quand je dis qu'on est en compagnie d'un prix Nobel, c'est un prix Nobel collectif, puisque l'ICAN s'est vu décerner le prix Nobel en 2017 pour ses efforts contre les armes de destruction massive, avec l'adoption d'un traité d'interdiction de l'arme atomique signé par une centaine de pays. Là-dessus aussi, on pourra y revenir. Signé par des pays naturellement qui ne disposent pas de l'arme nucléaire, essentiellement. C'est dire si nous devrions avoir matière à débat. Mais ça fait plaisir toujours d'avoir un prix Nobel sur le plateau. Désolé pour cette introduction, certes un petit peu longue, mais qui permet de savoir, comme on disait, d'où on parle et avec qui. On rappellera qu'en fin de débat, un temps de discussion est prévu. Des questions-réponses, donc ouvertes au public naturellement. C'est la richesse de ce forum. Alors au fur et à mesure et pour la fluidité de cette rencontre, n'hésitez pas évidemment à les noter, ces questions, ces précisions dès qu'elles apparaissent. Et puis surtout, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes ensemble pendant 1h30. C'est long et c'est court. Tentons donc de rester concis. Pas comme moi en résumé. Dissuasion nucléaire, obstacle ou levier pour une paix durable, ça ressemble à un devoir de Sciences Po. C'est le sujet en tout cas de notre débat et vous allez nous aider à y voir plus clair. Alors pour commencer, je le disais en préambule, et je vais me tourner vers vous, l'historienne, Nicole Niesotto, la chute du mur de Berlin, la fin supposée de la guerre froide, ça aurait pu faire croire à un moment donné à l'avènement d'un monde plus ouvert, ou en tout cas moins nucléaire. On l'a pensé un peu aux oubliettes, pas présente en tout cas dans nos consciences, la question nucléaire. Elle était là pourtant. Et finalement, notre débat du jour montre bien et confirme que la dissuasion nucléaire fait partie de notre environnement, de notre quotidien. On a eu l'impression qu'on redécouvrait avec la guerre en Ukraine le risque nucléaire ces derniers temps. Je t'avoue que je pose la question. Ouais. La fin de la guerre froide a été un grand moment de lutte contre la prolifération nucléaire, puisque l'Union soviétique avait tout un arsenal nucléaire, mais qui était réparti dans différentes républiques membres, partie intégrante de l'Union soviétique, dont en particulier la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Et donc, quand on a vu que l'URSS allait s'effondrer, les Américains, et en particulier le sénateur Sam Nunn, qui à l'époque démocrate dirigeait au Congrès le département qui s'occupait de la sûreté nucléaire, ont pris immédiatement contact avec les Russes et finalement ça a donné un accord dans lequel les trois républiques qui avaient des armements, qui possédaient sur leur territoire, pas en possession propre, mais qui hébergeaient sur leur territoire des arsenaux nucléaires soviétiques, ont rendu à la Russie. La Russie est devenue le seul État héritier de l'ex-nucléaire soviétique. Et donc, la disparition de l'Union soviétique a été remplacée par un seul pays nucléaire, qui était la Russie. Et donc, la prolifération nucléaire, après tout, les trois républiques auraient pu revendiquer de garder les armes nucléaires. Cette prolifération nucléaire dont les Américains se méfiaient beaucoup a été évitée. Et donc, ce qui paraît normal d'ailleurs, parce qu'il y avait un État central, l'Union soviétique. Et c'est pas parce que nous, par exemple, Français, pendant très longtemps, on a eu des missiles nucléaires sur le plateau d'Albion. C'est pas pour autant que ça appartenait au plateau d'Albion. Ça appartenait à l'État français. Bref, on les a enlevés depuis. Donc ça a été un grand moment de contrôle collectif entre les Américains et les Soviétiques russes, je ne sais pas comment on les appelait à moment, où d'un commun accord, ces deux puissances ont décidé de contrôler la question nucléaire et on a donc fait de la Russie le seul héritier du nucléaire soviétique. Je parle sous le contrôle de ma camarade qui connaît ça beaucoup mieux, qui connaît l'histoire beaucoup mieux que moi. Deuxième risque de prolifération que l'on a évité, pour vous montrer que les puissances nucléaires sont des puissances quand même responsables, il y avait en Union soviétique énormément d'ingénieurs, de savants nucléaires. Il y en avait beaucoup au Kazakhstan, en Ukraine, et il y avait donc toute un capital intellectuel nucléaire, et le risque, la peur des Américains était que, vu la décomposition probable de l'Union soviétique, ces gens d'abord perdent leur emploi, ou en tout cas aient peur de perdre leur emploi, et se proposent sur le marché
en particulier sur le marché des proliférations éventuelles dans le tiers-monde, en Iran, en Corée du Nord, ça a existé, etc. Et donc, ce qu'ont fait les Américains, c'est qu'ils ont débloqué un énorme programme financier d'accueil aux États-Unis des savants nucléaires soviétiques, de façon à ce que leur expertise soit valorisée, si possible, aux États-Unis, ou qu'ils deviennent professeurs ou chercheurs, etc., mais pour éviter que ces cerveaux nucléaires ne se vendent au plus offrant à l'époque. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La disparition de l'Union soviétique a été extrêmement contrôlée sur le plan de la dissuasion nucléaire. Et puis effectivement, d'ailleurs, disparition de l'Union soviétique qui a donc abouti à une réduction des arsenaux nucléaires par la même occasion, et qui a abouti aussi, un peu plus tard, mais il faut quand même le noter, à une, comment on appelait ça, une déprogrammation des arsenaux nucléaires des deux côtés. C'est-à-dire, à un moment, les Américains et les Russes ont dit, on ne vise personne. Nos missiles nucléaires balistiques ne sont plus dirigés contre la Russie, ont dit les Américains, et les Russes ont dit la même chose. On vise personne. Moi, j'ai jamais compris vraiment ce que ça voulait dire, parce que, bon, bref, mais en tout cas, politiquement, c'était important de dire que ces arsenaux ne sont... il y avait un mot technique que j'ai oublié, mais vous me le redites. Pardon ? Oui, déalerting peut-être, mais c'était plus que ça. C'était l'idée que non seulement ils n'étaient pas mis sous alerte, mais ils ne visaient personne. Et nous, Français, on a dit la même chose. De toute façon, nous, on a toujours été tous azimuts, donc on a toujours visé tout le monde ou personne. Mais ça, c'est la première étape. Maintenant, et effectivement, on a un peu oublié les questions nucléaires pendant toute l'après-guerre froide. Il y avait d'autres questions beaucoup plus importantes, la mondialisation, et puis la pacification de la Yougoslavie, l'Europe centrale et orientale qui rentrait dans l'Union européenne. Enfin, il y a eu énormément de choses à gérer. La guerre en Ukraine a remis, c'est moins le cas maintenant, mais a remis à la une de certains journaux la question nucléaire par le biais des déclarations bellicistes et agressives de Poutine lui-même, de M. Medvedev et d'autres dirigeants russes, en disant faites attention, attention, on va utiliser l'arme nucléaire tactique. Alors, cela a donné lieu, alors évidemment, ça a surpris, parce que personne n'a jamais parlé d'utiliser l'arme nucléaire tactique pour conquérir une partie de province du Donbass. Et donc ça a quand même étonné tout le monde, et les Américains ont immédiatement fait savoir que, quoi qu'il arrive, ils ne laisseraient pas faire, et que Joe Biden a répondu qu'il défendrait, quoi qu'il arrive, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN, et qu'il n'était pas raisonnable de manipuler comme ça la menace nucléaire. Le président Macron a dit la même chose, et depuis, les Russes se sont tus. Il n'y a plus, depuis un an, il n'y a plus dans la presse d'utilisation de cette menace de nucléaire tactique, en tout cas auprès d'un grand public. Est-ce que ça veut dire que cette menace d'un emploi du nucléaire tactique dans la guerre en Ukraine a disparu? Non, honnêtement, non. Honnêtement, personne ne pensait que Poutine attaquerait l'Ukraine. Personne ne pensait que Poutine avait en tête un schéma de reconstruction bien au-delà de l'Ukraine, d'une partie de l'ex-Union soviétique. Et aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Personne ne sait. Je crois que même ces généraux eux-mêmes ne savent pas quelle est la véritable stratégie militaire de la Russie. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque d'usage de l'arme nucléaire tactique aujourd'hui en Russie, mais on peut simplement continuer de faire comme on a fait sur toute l'existence, sur les 50 ans d'existence de la dissuasion nucléaire, c'est continuer de fonder le raisonnement stratégique sur la rationalité. Quelle est la rationalité d'un usage de l'arme nucléaire tactique? Quelle serait la rationalité d'un usage de l'arme nucléaire tactique par la Russie? La rationalité serait de gagner. S'il use l'arme nucléaire tactique, c'est parce qu'il est dans une situation de défaite pratiquement acquise conventionnelle, et que la seule façon de s'en sortir, c'est une fuite en avant en échelant
en élevant d'un cran la guerre, en passant au nucléaire tactique et en supposant soit qu'on sera terrorisé, soit qu'on ne fera rien. Enfin, en supposant qu'on sera terrorisé et qu'on ne fera rien, c'est l'argument essentiel. Simplement, si encore une fois on se base sur la rationalité de la dissuasion nucléaire, ne le fera pas. Pourquoi? Parce que dans les stratégies, les doctrines stratégiques des Occidentaux, des Américains et des Français et des Britanniques, l'arme nucléaire dissuade de tout combat. Autrement dit, s'il utilise l'arme nucléaire tactique, il risque d'avoir sur son territoire ou sur ses forces, et même sur certaines de ses villes, une réplique nucléaire tactique. Et donc, toute la question de la dissuasion nucléaire est fondée sur ce principe qu'il y ait le coût d'une attaque est de toute façon toujours plus grand que l'éventuel résultat de la victoire. Et donc, c'est de ça dont il faut convaincre Poutine, c'est que s'il utilise une petite arme nucléaire tactique, cette victoire qu'il pourrait obtenir par l'arme nucléaire tactique sera immédiatement annulée par les représailles plus fortes que les Occidentaux feraient sur ses forces, pas forcément immédiatement sur Moscou. C'est pas crédible de dire on va détruire Moscou s'il utilise une arme nucléaire tactique sur un champ de bataille ukrainien. Il faut rester crédible. Mais en tout cas, l'incertitude russe sur le fait qu'on pourrait répliquer par quelque chose qui lui coûterait plus que ne lui donnerait la victoire d'une arme nucléaire tactique, cette incertitude-là, c'est elle qui fonde la paix de la dissuasion. Alors c'est ça qui est complexe à comprendre, qui est compliqué à comprendre. La dissuasion nucléaire fonctionne aussi longtemps qu'un agresseur, quel qu'il soit, il se trouve que c'est la Russie, mais c'est valable pour Nel, a le sentiment que les gains qu'il pourrait faire dans une guerre sont de toute façon inférieurs au coût que lui coûteraient les représailles de la partie adverse. Le général de Gaulle, on cite souvent cette histoire, mais elle est très belle. Quand le général de Gaulle a commencé à mettre en œuvre la dissuasion nucléaire française, au tout début des années 60, l'ambassadeur de Russie est venu le voir, j'ai oublié son nom, mais vous devez savoir ça, est venu le voir et lui a dit général, non, c'est pas bien, c'est vraiment très dangereux pour la sécurité du monde, c'est pas bien parce que si vous utilisez l'arme nucléaire française contre les forces russes, eh bien nous allons détruire Paris et vous allez mourir dans la destruction de Paris. Et le général de Gaulle lui a répondu, eh bien mon cher ambassadeur, nous mourrons ensemble parce que j'aurais d'abord détruit Moscou. Et c'est ça, c'est cette gradation dans la menace et ce déséquilibre entre le gain d'une victoire et la perte d'une représaille qui fonde la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Si un jour Poutine est sûr qu'il peut utiliser l'arme nucléaire et qu'il n'y aura aucune représaille du côté des Occidentaux, il le fera. Aussi longtemps qu'il craint une représaille plus forte que ce qu'il pourra utiliser, il ne le fera pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est la fin du débat, merci à tous d'être venus. Il y a plusieurs réponses, mais c'est bien, on va pouvoir avancer, revenir, mais je pense qu'on a été dans une bonne... c'est un bon bilan et une bonne mise en perspective. Non, c'était complet, c'était donc riche. Bravo, merci. Alors, Héloïse Fayet, tiens, parce que maintenant qu'on a bien avancé sur le projet de la dissuasion, justement après les années 90, on est passé de la réflexion sur la dissuasion à la prolifération aussi. Alors on va revenir sur la dissuasion, mais comme c'est une de vos spécialités et que vous êtes là, j'aimerais quand même qu'on en parle un peu. De quelques puissances nucléaires, on parlait de l'Union soviétique et des États-Unis, on est passé à quoi, 9 pays dotés un peu aujourd'hui, avec des nouvelles velléités. Et donc en fait... Pour commencer, moi j'aimerais avec vous, et alors évidemment de manière concise, c'est pas sympa de ma part, mais en gros, la question c'est qui a la bombe et d'où viennent les dangers, quoi. Très bien. Alors déjà, on peut rappeler qu'effectivement, il n'y a que, entre guillemets, 9 pays aujourd'hui dans le monde qui détiennent l'arme nucléaire. Et au sein de ces 9 pays, il est important de faire 2 catégories. 5 États dotés de l'arme nucléaire au titre du traité de non-prolifération nucléaire, qui sont en fait les 5 États qui avaient déjà testé une arme nucléaire avant l'entrée en vigueur du TNP en 1970, et donc qui sont, coïncidence ou non, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire donc les États-Unis, l'URSS devenue Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Donc ce sont les 5 États dotés.
Et puis, il y a 4 autres États qui, eux, ne sont pas signataires du traité de non-prolifération nucléaire. Ce sont en fait les seuls États au monde, à l'exception du Soudan du Sud, qui ne sont pas signataires du TNP, qui sont donc l'Inde, le Pakistan, qui ont fait leurs essais nucléaires en même temps en 1998. Israël, qui n'a jamais reconnu ni démenti avoir un programme nucléaire, mais qu'on soupçonne de posséder des ogives nucléaires depuis les années 70-80. Et puis la Corée du Nord, qui, elle, a dénoncé le traité de non-prolifération nucléaire dans les années 2000, qui en est sorti et qui, depuis, est reconnue comme une puissance nucléaire et qui vient d'ailleurs tout récemment d'inscrire dans sa propre constitution son statut d'État nucléaire afin qu'on ne puisse en fait plus jamais lui enlever et qu'elle ne soit pas en fait conduite dans des négociations qui la pousseraient à se débarrasser de ses armes nucléaires. Désolée, je me rends compte que je ne parlais pas dans le micro. Donc ça fait donc 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire et c'est assez je dirais pas rigolo, mais important de se rappeler que dans les années 70-80, il y avait presque une trentaine de pays qui conduisaient un programme de recherche pour acquérir l'arme nucléaire. Et il y avait même des stratèges à l'époque qui considéraient que c'était en fait plutôt positif s'il y avait plus de pays qui possédaient l'arme nucléaire parce que ce serait le pouvoir égalisateur ou stabilisateur de l'atome. Bon, heureusement, depuis, on est quand même bien revenu de ces théories-là. Et donc, des pays comme la Suède ou la Suisse, en fait, avaient engagé des recherches pour se doter de l'arme nucléaire. Mais depuis, on a réussi à faire en sorte, notamment au travers du traité de non-prolifération nucléaire, à faire en sorte, un petit peu comme la dissuasion, que le coût, alors que ce soit le coût technologique, financier, mais aussi stratégique, de développement d'une arme nucléaire reste largement supérieur aux bénéfices qu'un État pourrait en retirer. Et c'est pour cela notamment qu'aujourd'hui, le principal candidat à la prolifération nucléaire dont on parle énormément, donc l'Iran, pour l'instant, en fait, ne semble pas avoir pris la décision de se doter en fait, d'une arme nucléaire. Et même les Américains, qu'on pourrait penser être les plus rapides à dénoncer chaque faux pas de l'Iran en cette matière, considère qu'il n'y a pas eu de signe de militarisation du programme nucléaire iranien depuis 2003. Alors certes, le cas iranien est tout de même très préoccupant parce que ces recherches sur le nucléaire civil, le degré d'enrichissement de son uranium ne sont pas compatibles avec un programme strictement civil. En fait, on sait très bien que ces recherches sont tellement avancées que sa justification d'être un programme uniquement civil, ce n'est pas crédible, et donc qui se prépare potentiellement à acquérir l'arme nucléaire si la décision politique était prise. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut continuer le tour d'horizon très rapidement des puissances proliférantes. Alors c'est notamment le cas aussi de la Corée du Sud, très potentiellement, parce qu'on sait donc que la Corée du Nord, comme je l'ai dit, inscrit son caractère nucléaire dans sa constitution, est potentiellement prête à faire un nouvel essai nucléaire. Elle teste de plus en plus de missiles balistiques et face à en fait ce risque cette nucléarisation croissante de la Corée du Nord, on voit assez surprenamment un débat assez vif se faire en Corée du Sud et également au Japon. Mais oui, le Japon, qui pourtant a été le seul pays victime de 2 bombes nucléaires en 1945, pourtant on voit de plus en plus qu'il y a un débat sur le fait est-ce que le Japon doit se doter de l'arme nucléaire ou non. Et donc en fait, ce retour, on en parlait, à la banalisation de la menace nucléaire dans les relations internationales et dans les rapports de force, elle est double. Elle est en même temps sur les questions de dissuasion. Alors je dirais même que c'est plus ancien que la guerre en Ukraine de 2022. Je pense qu'on peut même remonter à 2014, où en fait, dès 2014, Poutine, alors moins visiblement qu'en 2022, mais a utilisé indirectement son statut de puissance nucléaire pour conquérir un territoire pourtant qui était tout à fait souverain en Ukraine. Et je pense que c'est le fait que peut-être on n'a pas réagi assez fortement en 2014 qui l'a mis assez en confiance pour que, à nouveau, en 2022, il puisse se servir de cette menace nucléaire pour conquérir une partie de l'Ukraine. Même si, on le rappelle, les pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire
dont la Russie, hein, bien sûr, fait partie, sont censés respecter ce qu'on appelle les garanties de sécurité du traité de non-prolifération nucléaire et qui les empêchent notamment d'attaquer nucléairement un pays qui n'est pas doté de l'arme nucléaire. Donc, sur le papier, et si la Russie respecte ce TNP, elle ne peut pas, en fait, elle se mettrait totalement dans l'illégalité, elle briserait le tabou nucléaire si jamais elle attaque nucléairement l'Ukraine. Et en revanche, je ne sais pas si, enfin évidemment, ça reste du ressort en France du président de la République et aux États-Unis du président Biden, mais je ne sais pas si la France ou les États-Unis répliqueraient nucléairement si jamais la Russie attaque nucléairement l'Ukraine, étant donné que l'Ukraine ne fait pas encore partie de l'OTAN, donc elle n'est pas couverte par les garanties de sécurité de l'OTAN et de la dissuasion élargie américaine, et elle ne fait pas non plus partie de l'Union européenne, et donc la fameuse dimension européenne de la dissuasion française ou de ses intérêts vitaux, c'est pas certain qu'elle s'appliquerait à l'Ukraine non plus. Donc c'est sûr qu'il y aurait des représailles, par exemple des attaques cyber, une destruction de satellites russes par exemple, mais je ne sais pas, enfin j'espère pas en fait qu'il y aura de représailles nucléaires si jamais il y a une attaque nucléaire en Ukraine. Mais du coup, il y a ce retour du fait nucléaire dans les relations internationales sur le plan de la dissuasion, donc avec la Russie, mais aussi les États-Unis, et puis l'effondrement du contrôle des armements. Et puis, du côté de la prolifération, donc avec le dossier iranien qui semble tout à fait impossible à résoudre. L'Arabie Saoudite aussi, qui se lance dans un programme civil qui n'est pas forcément très très bien contrôlé et qui a plusieurs fois dit que si jamais l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, alors il le ferait à leur tour. On est vraiment dans une cour de récréation. Et puis effectivement la situation en péninsule coréenne qui est assez inquiétante également. Bon bah c'est complet. Alors avant de tous mourir, on va se tourner vers Jean-Marie Collin, qui pendant nos échanges a pris des notes. Jean-Marie Collin, je vais vous demander de ne pas lire toutes vos notes d'un coup pour faciliter et fluidifier le dialogue. Je rappelle que vous êtes le directeur France de la campagne pour abolir les armes nucléaires. Et pour vous, d'ailleurs, en préparant ce débat, pour être tout à fait clair, vous étiez là en me disant que la question même de ce débat vous posait question. Pour vous et pour faire court, il n'y a pas de débat sur le facteur de paix. Vous allez directement sur le côté la dissuasion nucléaire, c'est avant tout un danger. Et la dissuasion nucléaire, me disiez-vous, est une forme de mythe. Explication. Oui, bonjour. Merci beaucoup au Normandie pour la paix et à vous tous d'être présents déjà premièrement. Et effectivement, en fait, on peut un peu, je reprends une expression du philosophe Alain, on peut tout prouver selon les mots dont on se sert si on ne les définit pas pleinement. Et c'est vrai que ce titre me pose un peu question parce que dissuasion, obstacle ou levier pour la paix, déjà de quoi on parle exactement? Donc on parle de dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est donc la création d'une menace permanente sur un ennemi potentiel ou sur un État potentiel d'utiliser ces armes de destruction massive, donc des armes nucléaires, des armes qui évidemment visent les populations civiles. Alors on est bien d'accord, effectivement, aujourd'hui, comme l'a rappelé Mme Niesotto, depuis le milieu des années 90, en tout cas pour les Britanniques et les Américains, et puis chez nous, sans doute au début des années 2000, aujourd'hui on ne vise plus directement, c'est-à-dire que les missiles ne sont pas armés pour aller viser directement Moscou, mais les plans de frappe sont prêts. Enfin, je veux dire, ce n'est pas au moment où on doit se dire où est-ce qu'on tire qu'on va se dire Moscou, puisque c'est évidemment dans des villes que les armes nucléaires seront ciblées. Elles ne sont pas faites pour être utilisées au milieu de l'Atlantique ou sur un désert. Elles sont bien faites pour créer des conséquences humanitaires extrêmement importantes. Et donc, c'est bien les populations civiles qui en subiront les dommages. La dissuasion, c'est donc ça, c'est l'acceptation en fait qu'on ait un président qui menace en permanence et qui donc va à l'encontre même du droit international humanitaire, puisque je rappelle que le droit international humanitaire, en période de guerre, interdit de cibler volontairement et de tirer sur les populations civiles. Alors malheureusement, cela peut arriver et c'est condamnable, et on a raison de le faire vis-à-vis de ce qu'est en train de réaliser la Russie en visant des populations civiles, mais c'est interdit par le DIH, et la base du DIH, c'est la distinction entre les soldats, les militaires et les populations civiles. Et puis la dissuasion, c'est aussi finalement d'avoir, pour qu'elle soit crédible, c'est d'avoir un budget, alors on pourrait y revenir certainement, 53 milliards d'euros, enfin là aussi on y reviendra en termes de transparence démocratique. C'est une infrastructure qui travaille pour concevoir des systèmes d'armes nucléaires.
donc qui est assez importante. C'est donc des exercices aussi qui sont réalisés fréquemment. Il y a 4 exercices aériens qui sont réalisés chaque année, et puis tous les 2 ou 3 ans, selon les moments où il faut tester un nouveau missile qui est tiré de la part d'un sous-marin, un missile qui est évidemment qui n'est que l'enveloppe. Enfin, voilà, il n'y a que le missile, il n'y a pas l'ogive nucléaire, bien évidemment, sinon vous l'auriez vu depuis longtemps. Et puis évidemment un discours aussi politique qui est très fort, et en général on a au moins un discours politique fort du président, notamment en fin de mandat, qui vient réaffirmer la dissuasion nucléaire, sachant que ce discours est parsemé de plein de petits discours dans lesquels il réaffirme l'intérêt pour la France. Donc voilà, ça c'est la dissuasion, et donc si c'est un levier pour la paix, ça veut dire qu'on accepte d'être en permanence menacé par des armes nucléaires, mais et les autres de nous menacer également. Ça signifie donc que c'est un discours qui est proliférant, et Héloïse a indiqué aussi qu'on avait des risques. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que la question se pose sur l'Iran. Je pense que sur le Japon, la question se pose vraiment du bout des lèvres, et la Corée du Sud aussi, puisqu'elle est censée être sous le parapluie de protection américaine. C'est le but, justement. Ça signifie aussi qu'on décide de tirer un trait sur un traité que vient de dire aussi Mme Fayet, le traité de non-prolifération nucléaire, qui engage quand même au désarmement nucléaire de bonne foi, article 6. Donc si ça, nous, on le met de côté, eh bien évidemment, ça va être complexe de demander à la Corée du Nord de revenir dans ce giron-là. On met de côté aussi un autre traité qui est entré en vigueur en 2021, qui s'appelle le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est aussi une norme internationale sur laquelle on reviendra. Et puis, on accepte aussi que potentiellement, eh bien, il y a des essais nucléaires, et donc encore de la prolifération, des dangers, etc. etc. Donc voilà, ce titre pose beaucoup de questions et interroge, et je vais peut-être me limiter à ça pour le moment. Pour le moment, je veux bien. Oui, donc armes de destruction massive et sans débat démocratique, me disiez-vous aussi, même s'il y a eu des débats. Dans les années 60, 70, le débat sur la dissuasion nucléaire était très présent aux États-Unis, en Allemagne, en France. Et ce n'était pas une question de hippie uniquement. On était sur des discussions, notamment politiques, à l'Assemblée nationale, avec une première loi de programmation nucléaire. Mais vous m'avez rappelé qu'elle a été passée à l'époque en 49.3. Donc, exactement. D'entrée. Nicole Nisotto, Jean-Marie Collin appelle la France à revoir sa politique, les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire à revoir leur politique. Il est dans son rôle, mais est-ce que cette arme nucléaire, elle ne fait pas un peu partie, allez, on va dire, de notre mythologie française? Comment on concilie notre ADN, en fait, de la Ve République avec cette dissuasion nucléaire, avec le nucléaire en général, et ce qu'il était en train de mettre en avant, le fait qu'on n'en débatte plus vraiment et que ça fasse partie, je dirais pas des meubles, mais en tout cas que ça soit quelque chose d'accepté sans être réfléchi au quotidien. Ah, pardon. Oui, la critique de l'arme nucléaire, elle est née avec l'arme nucléaire d'une certaine façon. C'est pas nouveau. L'ICAN n'a rien inventé. Dans les années 50, au tout début, non mais c'est vrai, historiquement quand on regarde, il y a eu un grand mouvement qui s'est appelé le Mouvement pour la paix, qui était un mouvement antifasciste, qui à l'époque, en 1947, avait des raisons d'être un mouvement antifasciste au moment où, à la fin de la guerre, l'Union soviétique commençait à avaler une partie de l'Europe centrale et en particulier la République tchèque. Et ensuite, quand la guerre froide s'est installée, ce mouvement pour la paix, qui ne pouvait plus être un mouvement antifasciste puisque l'Union soviétique était là, et on ne pouvait pas faire la guerre à l'Union soviétique, a été transformé en mouvement antinucléaire. Il a été complètement récupéré par les partis communistes de toute l'Europe. Et donc le mouvement pour la paix, qui était un mouvement communiste, alors je ne dis pas qu'ils étaient manipulés par Moscou, mais pour ce qui est de la France, c'est certain qu'ils étaient manipulés par Moscou. Dans les autres pays, je ne sais pas. A donc mené des grandes campagnes pour que l'abolition de l'arme nucléaire, et en particulier pour que la France ne laisse tomber son programme d'armes nucléaires. Et ça a duré pratiquement, enfin, l'opposition de ce mouvement pour la paix et la popularité de ce mouvement pour la paix qui était très grande. Moi, quand j'étais jeune, le mouvement pour la paix, c'était quelque chose d'important. Il fait des manifs partout, etc. Et ça a duré jusqu'à l'élection de François Mitterrand comme président de la République, quand le Parti communiste français s'est converti à la dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, le Parti communiste français est un défenseur de la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est pour la partie historique. Maintenant, sur ce qu'a dit M. Collin, oui, c'est vrai que l'arme nucléaire, d'abord,
il n'y a pas d'armes vertes. Ça n'existe pas. Et la guerre verte, la guerre virtueuse, ça n'existe pas. Donc l'arme nucléaire, c'est une arme dangereuse, comme toutes les armes, mais c'est vrai qu'elle est plus dangereuse que les autres. Et on peut vraiment construire un discours de combat contre l'arme nucléaire qui serait fondé sur, premièrement, c'est une arme totalement amorale, puisque vous fondez votre sécurité sur la menace d'anéantissement de l'humanité. C'est ça, l'arme nucléaire. Vous fondez votre sécurité, vous dites, celui-là, il ne va pas m'attaquer, parce que sinon, je le raye de la carte avant qu'il m'attaque, et tant pis si l'humanité doit en mourir. Donc il y a quelque chose de profondément immoral. Thérèse Delpech, qui a été une des grandes stratèges françaises de la dissuasion nucléaire, reconnaissait elle-même que la faille essentielle de la dissuasion nucléaire, c'est qu'elle est incompatible avec la morale. Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle les églises sont contre. Mais ça, c'est la première critique qu'on peut faire. Elle est parfaitement recevable. La deuxième critique, c'est que c'est dangereux. Après tout, il peut toujours y avoir un accident nucléaire, mais ça, jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu dans le militaire, on en a eu dans le nucléaire civil. Faites attention, Jean-Marie Collin va vous en parler dans pas longtemps. Peut-être. Et troisièmement, c'est dangereux. Enfin, c'est une arme qui entérine un ordre international injuste. C'est vrai. Il y a 5 puissances reconnues, dotées, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a un traité, le non-prolifération, qui justifie ad vitam aeternam un ordre sur lequel certains ont droit de posséder l'arme nucléaire et d'autres pas. Et ces autres qui n'ont pas le droit de posséder l'arme nucléaire, ils ont des concessions, vous en avez parlé, des garanties négatives de sécurité, mais quand même, c'est un ordre parfaitement injuste. Pourquoi vous avez le droit ? Parce que vous aviez tenté de l'avoir avant 67. C'est quand même pas une raison extraordinairement valable. Donc on peut parfaitement critiquer la dissuasion nucléaire. La question est, qu'est-ce qu'on met en face ? Moi, je veux bien, si c'était possible, d'abord, c'est pas possible d'oublier qu'on sait faire des armes nucléaires. C'est pas possible de l'oublier. Donc on sait les faire, on les fait. Deuxième raison, qu'est-ce que vous mettez en face ? Si l'abolition de l'arme nucléaire doit être le retour à une dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire des armes conventionnelles qui dissuadent d'autres armes conventionnelles d'attaquer. Autrement dit, des rapports de force tels qu'ils ont existé depuis l'origine de l'humanité. On base notre sécurité sur des forces qui sont en principe plus fortes que celles de l'adversaire. Mais l'équilibre des forces conventionnelles n'a jamais marché. Il y a toujours un moment où il y en a un qui est plus fort que l'autre et qui attaque l'autre. C'est l'histoire, toute l'histoire de l'humanité montre qu'il n'y a pas de dissuasion conventionnelle. La dissuasion nucléaire, elle, parce qu'elle instaure une menace tellement insensée de détruire, de menacer de détruire l'humanité pour protéger la France, c'est tellement insensé, absurde même. Elle est tellement réelle, cette menace, qu'elle fait peur. Et du coup, elle annihile chez l'adversaire potentiel de la France tout désir d'essayer de commencer. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la dissuasion nucléaire. C'est vrai que c'est amoral, c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai que c'est injuste, mais c'est malgré tout beaucoup plus sûr qu'une dissuasion conventionnelle qui a montré que de toute façon, dans l'histoire, elle ne marche pas. Nicole Niesotto. J'ai pas fini. Mais ce qui est bien, c'est la magie de ce forum, c'est que vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il n'y a pas vraiment débat, mais que vous débattez quand même jusqu'au bout. Ça, je trouve ça beau. Je vous remercie de l'effort. Non, il a pas. Jean-Marie Collin, il a jamais fini, mais c'est pour ça qu'il y aura des questions également. D'ailleurs, on va y revenir. La dissuasion, ça se base sur la peur des deux côtés. La dissuasion, c'était la doctrine défensive. À la base, c'est j'ai peur de la force de l'autre, du coup j'attaque pas. Enfin, c'est ce qu'on entendait à l'instant. Mais avec Vladimir Poutine, la dissuasion, elle a changé de dimension. Parce que je vous écoutais, vous êtes quand même très impliqué dans ces questions-là. Elle est devenue offensive. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui a surpris le plus dans cette situation, pour revenir à une question d'actualité du moment ? Non, pardon. Ce qui a surpris le plus, c'est quand même le passage à l'acte. Ça. Tous les experts disaient il ne le fera pas. Et même les Ukrainiens
Les Ukrainiens, la veille même, moi je connais très bien notre ambassadeur qui était à l'époque en Ukraine, il parlait avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens, la veille, disaient mais non, tout ça c'est pas vrai, il attaquera pas. Les Américains avaient dit il attaquera, ça faisait 3 semaines à peu près que les Américains avaient dit il attaquera. Et d'ailleurs, ce qui est quand même étrange, les Américains avaient dit il va attaquer, donc on se retire. L'Amérique avait demandé à tous les diplomates et tous les Américains présents en Ukraine de partir. Je trouve ça curieux. Si on veut dissuader une agression russe, on ne leur laisse pas le champ libre. Enfin, je ferme la parenthèse. Il y a quand même quelque chose d'étrange que les historiens étudieront un jour, je l'espère, s'il y en a ici qui sont futurs étudiants en histoire des relations internationales. Il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé la semaine avant l'attaque russe sur l'Ukraine. Maintenant, ce qui est intéressant dans la façon dont Vladimir Poutine utilise plus ou moins le chantage nucléaire, c'est qu'il met en œuvre, alors, une des doctrines de dissuasion qui n'a jamais été la doctrine des Occidentaux, ni des Américains, ni des Français, ni des Britanniques, mais dont on suppose qu'elle pourrait être la doctrine des pays proliférants, c'est ce qu'on appelle j'oublie le nom, je vous parle, la dissuasion par... Non. Ah, j'ai un trou de mémoire. Oui, la dissuasion, je vais retrouver le mot français, c'est pas grave. La dissuasion par déni, c'est-à-dire ce qu'on pensait de Saddam, ce que les Américains pensaient de l'éventuelle dissuasion nucléaire de Saddam Hussein qu'ils n'avaient pas, puisqu'en fait on s'est rendu compte que les Américains nous avaient menti et qu'il n'y avait pas de programme nucléaire en Irak. Mais bref, l'idée c'était qu'on pensait que les Irakiens utiliseraient l'arme nucléaire non pas pour attaquer l'Iran ou pour l'utiliser, mais pour persuader les Américains qu'ils avaient quelque chose. Et à ce moment-là, les Américains n'oseraient plus jamais les attaquer. Autrement dit, si les Américains étaient convaincus que l'Irak avait de l'arme nucléaire, mais vraiment, comme aujourd'hui on est convaincu que la Corée en a, mais si les Irakiens arrivaient à convaincre l'Amérique que l'Irak possédait des armes nucléaires, à ce moment-là, l'Irak pourrait attaquer l'Iran, par exemple, mais les Américains n'oseraient plus attaquer l'Irak parce que ce serait une puissance nucléaire. C'est la dissuasion par... Mais si, vous savez comme moi, c'est affreux. Vous avez le droit de jouer dans la salle, mais il n'y a rien à gagner. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bon. Ça, eh bien, Vladimir Poutine utilise le statut nucléaire de la Russie de la même façon. Il attaque un pays non nucléaire, donc ce qu'en principe, il n'a pas le droit de faire en tant que signataire du traité de non-prolifération. Dans le traité de non-prolifération, il est signé que les États nucléaires n'attaqueront jamais avec l'arme nucléaire, mais jamais non plus des États non nucléaires. Or, il attaque un pays non nucléaire en laissant bien entendre que lui a un statut nucléaire, dans ce but justement de dissuader les représailles des Occidentaux. Et d'ailleurs, ça marche. Nous aidons l'Ukraine, nous armons l'Ukraine, nous soutenons Vladimir Zelensky, mais nous refusons de porter la guerre en Russie. Nous aidons l'Ukraine à se défendre, nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Et il y a une très grande vigilance des Américains et des Européens pour dire nous aidons l'Ukraine, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et ça, cette façon d'utiliser l'arme nucléaire, le statut nucléaire d'un pays, comme pour dissuader, de façon à avoir les mains libres sur d'autres pays voisins, en étant sûr que personne ne répliquera parce qu'ils ont peur de mon statut nucléaire, ça c'est une nouvelle donne que Vladimir Poutine utilise remarquablement bien aujourd'hui. Le temps que vous trouviez le terme. Je vais me tourner vers Jean-Marie Collin parce que au cœur de son plaidoyer, souvent, il y a notamment la question du danger, de l'accident. Ah, bah alors attendez, retour en arrière. La sanctuarisation agressive. La sanctuarisation... Pardonnez-moi. Bon, bah... Oui, c'était un zèle de pêche. Je reviens quand même vers vous, Jean-Marie Collin, sur le danger de la dissuasion, ce danger que vous portez, en tout cas dans votre plaidoyer. Ça pose la question de l'humain. On le voit avec les questionnements autour de Vladimir Poutine et qui fait quoi, on va dire. Et au cœur de ça, il y a l'accident, il y a la maîtrise de l'adversaire, et puis il y a la question de l'humain, ce qui fait que ça rattrape,
ou que ça dérape? Oui, parce que la dissuasion, c'est un pari. On parie. Oui, mais moi, ma sécurité, je ne la parie pas. C'est-à-dire que je ne me dis pas, je peux rouler à 180, je ferme les yeux, je parie qu'il y aura une route toute droite et que ma voiture va aller tout droit. C'est un peu ce qu'on fait. D'accord? Et ce pari-là, je pense qu'on peut se questionner si ça vaut le coup de le faire pour protéger sa population. Donc c'est ça la dissuasion. La dissuasion, c'est donc un pari qu'en face, il est assez rationnel pour ne jamais nous attaquer puisqu'il sait les conséquences irréprochables, destructives qu'il y aura sur son territoire. Bon, on peut questionner la question de la rationalité. Est-ce qu'on a tous la même rationalité? Est-ce que nous, on est cette rationalité? Est-ce que Poutine partage la même? Est-ce que la famille Kim partage la même? Par exemple, on peut s'interroger sur le fait que Poutine ait attaqué l'Ukraine. Est-ce que c'était une décision vraiment rationnelle? Voilà, vu les potentielles conséquences qu'il allait avoir, on s'aperçoit que c'était évidemment pas quelque chose de rationnel. Donc la rationalité aussi, ça interroge véritablement. Et donc tout ça repose bien sur notre psychologie humaine. Je rappelle quand même, il y a eu des vagues d'articles de psychologues ou de la part des États-Unis pendant la période de Trump qui interrogeaient justement sur la rationalité du président Trump à pouvoir potentiellement appuyer, comme il le disait, sur son gros bouton. Hein, j'ouvre une parenthèse, il y a aussi une question de genre qu'on pourrait mettre en avant et parler beaucoup. Donc ça pose problème, sachant qu'on a échappé à réellement des dangers d'utilisation accidentelle de l'arme nucléaire, parce qu'il y a la question de l'emploi volontaire, je décide d'appuyer pour faire la guerre, et il y a la question de l'accident. Et c'est sans doute cette question-là qui pose le plus de problèmes. Et c'est vrai, l'écrasante majorité des autres en face des États ne veulent pas d'armes nucléaires, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou le coût ou la capacité technique, juste parce qu'ils ont compris que ce n'était pas un bon système de défense. Juste parce qu'ils ont compris que ça mettait en danger leur population et qu'il valait mieux recourir à autre chose. Et c'est donc pour ça, aujourd'hui, qu'on a une écrasante majorité des États qui réalisent à l'ONU des actions contre les 9 qui possèdent des armes nucléaires pour que ces 9 reviennent dans le rang, respectent leurs obligations internationales. Et puis aussi, il faut quand même le rappeler, l'ONU, la base de l'ONU et de sa charte, c'est quand même l'ADN du nucléaire, entre l'article 2.4 qui dit bien qu'il est interdit de menacer d'emploi, de faire des menaces d'emploi d'armes, et puis la résolution du 24 janvier 1946 qui vient interdire les armes nucléaires. Donc 26 septembre 83, on vient de célébrer les 40 ans il y a quelques jours. Un homme, le colonel Stanisław Petrov, est dans son bunker. 83, c'est l'année la plus chaude de la guerre froide. C'est, vous savez, ou vous savez peut-être pas parce que vous êtes jeune, et vous allez l'apprendre. Reagan qui dit qu'il préfère avoir ses petites filles mourir que de devenir communiste. C'est vous dire, c'est la tension qu'il a ou la haine du communisme qu'il peut avoir. C'est un vol de la Korean Airlines qui est abattu par la chasse soviétique au début septembre 83 parce qu'il fait une incursion sur l'espace aérien soviétique. C'est pareil, les leaders soviétiques qui ne cessent d'insulter les États-Unis. C'est des exercices militaires majeurs de l'OTAN qui se réalisent en septembre 83. Et cet homme, Stanisław Petrov, va voir apparaître sur ses écrans radars en pleine nuit 5 missiles qui arrivent des États-Unis. Son job est de prendre le téléphone et d'avertir ses autorités qui vont enclencher une action de frappe immédiate. Mais lui, il ne va pas croire ses ordinateurs. Il va avoir cette conscience ou cette rationalité de se dire c'est pas possible, les États-Unis ne peuvent pas nous attaquer avec uniquement 5 missiles. Et il aura raison. Et ce sera un vrai coup de bol pour l'humanité. Puisqu'il ne va pas croire ces systèmes, il ne va pas se laisser impressionner par ses collègues qui sont sous ses ordres de lui dire il faut engager la procédure classique. Il sera d'ailleurs même sanctionné pour ne pas avoir respecté les ordres en tant que soldat. Et aujourd'hui, on sait qu'il a réellement sauvé le monde d'une frappe et d'une guerre nucléaire. Et on a eu un cas similaire en octobre 62, à la fois pleine crise de Cuba, où on a ce colonel, enfin ce commandant sous-marin soviétique qui décidera, alors même qu'il a la capacité de pouvoir utiliser une arme nucléaire, de ne pas l'utiliser, ou encore, le même jour, un avion espion U-2 au nord de l'Alaska qui va faire des prélèvements de poussière radioactive, puisque l'URSS a fait un essai nucléaire, qui, du fait de mauvais fonctionnement de son appareil, ne va pas revenir en direction des États-Unis, mais va s'enfoncer sur le territoire soviétique, comprendra qu'il a un problème, reviendra en arrière, mais demandera un coup de main à la chasse américaine qui, du fait de la crise de Cuba, n'est armée que de missiles nucléaires et qui va aller à l'encontre aussi de la chasse soviétique. Coup de bol, rien ne se passera. Donc en fait, la question, c'est est-ce que l'on peut reposer notre sécurité sur de la chance uniquement? Et sur pendant combien de temps cette chance, elle va durer? C'est la simple question que
122 États ont posé, et c'est pour cette raison qu'ils ont adopté un traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est aujourd'hui en vigueur, qui vient compléter le fameux TNP, qui permet d'engager réellement des négociations et qui travaille aussi, on pourrait y revenir, sur la question du désarmement humanitaire. Donc voilà la question derrière la dissuasion réellement qu'on doit se poser. On parle effectivement du fameux TIAN, ce traité ratifié donc, qui vous a valu à votre organisation le prix Nobel en 2017. Héloïse Fayet, je vous ai vu dodeliner de la tête. Vous dodelinez. Si. Chez les gros, les pays dotés, on va dire les historiques, on s'est engagé à réduire les arsenaux. On modernise parallèlement à ça les arsenaux aussi. On peut mettre tous les pays sur le même niveau en termes de baisse d'ogives, sauf mais ça devient compliqué parce que régir le monde de la dissuasion, c'était quand même beaucoup plus simple dans un monde bipolaire que dans un monde qui devient multipolaire. Et on a beaucoup parlé de la Russie, des États-Unis, on a parlé de la France également. Un pays qui a été absent de notre discussion, c'est la Chine. La Chine qui accroît ses stocks et qui, à terme, peut menacer ce qu'on qualifiait de stabilité, parce que Pékin va arriver à une parité à 3 finalement, ce qui rebat les cartes, une parité à 3 entre guillemets bien sûr, et à un horizon très proche finalement, parce qu'on parle des années qui arrivent. Donc on a failli être sauvé d'une 3e guerre mondiale, nous a dit Jean-Marie Collin il y a quelques instants, et là je vous lance sur le risque qui arrive, hein, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, il faut en parler de toute façon, mais juste avant, je voudrais juste relever le caractère quand même assez paradoxal du débat, dans un sens où on se rend compte que l'être humain est tellement, je suis très cynique, mais est tellement peut-être horrible au fond, que la seule façon qu'on ait trouvé effectivement d'empêcher des guerres mondiales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est de se menacer d'une destruction totale, et pour l'instant ça fonctionne, mais dans l'autre sens effectivement ça fonctionne parce qu'on essaye bien de comprendre la psychologie humaine et que certaines personnes nous ont sauvés d'incidents. Après, ce que je tiens à relever quand même, c'est que depuis justement la fin de la guerre froide, il y a eu énormément d'efforts faits entre notamment les États-Unis et la Russie pour réduire ce qu'on appelle les risques stratégiques. Et donc, par exemple, maintenant, il existe, on en a parlé, le fameux téléphone rouge, alors qui n'est pas un téléphone, qui était un téléx, quelque chose que moi je n'ai pas connu, ensuite un fax, quelque chose que vous ne connaissez sûrement pas non plus, et qui maintenant en fait repose sur des données informatiques que l'on échange, et donc qui permet par exemple à la Russie et aux États-Unis, même toujours actuellement, même si les relations entre entre Washington et Moscou sont très tendues, il y a toujours des échanges pour dire « Ah, tu vois, regarde, on va tester un missile balistique, ne vous inquiétez pas, il n'a pas de tête nucléaire ». Et donc, du coup, les Russes peuvent savoir en amont et donc ne pas réagir avec potentiellement une arme nucléaire. Donc, on a quand même des risques qui sont bien moins élevés aujourd'hui que pendant la guerre froide, que ce soit grâce à ces mécanismes de réduction stratégique ou aussi grâce à la réduction des arsenaux. Il y a plusieurs... il y a énormément moins d'armes nucléaires aujourd'hui en circulation que pendant la guerre froide. Mais effectivement, il y a un nouvel acteur qui apparaît, et c'est la Chine, qui l'année dernière avait environ 350 têtes nucléaires, et puis aujourd'hui, en un an, qui en aurait 410, 420, et qui, pour l'instant, se refuse totalement à des discussions sur la maîtrise des armements et sur une limite haute à son nombre de têtes. Parce que, par exemple, à nouveau, entre la Russie et les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le traité New START, alors qui certes a été dénoncé par Vladimir Poutine, suspendu pendant la guerre en Ukraine, mais s'est tout de même engagé pour l'instant à respecter le nombre, la limite haute de têtes nucléaires stratégiques déployées, donc 1550. En revanche, la Chine, pour l'instant, n'est limitée par aucun mécanisme de contrôle des armements, et elle considère que son futur statut de première puissance mondiale lui donne tout à fait le droit d'avoir autant de têtes nucléaires que les États-Unis et la Russie. Et c'est vrai qu'à ce stade, on peut se demander, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher, et comment est-ce qu'on pourrait convaincre la Chine d'entrer dans un modèle de mécanisme de contrôle des armements, afin qu'on ait une sorte de téléphone rouge, alors peut-être tripolaire, oui, entre les États-Unis, la Chine, la Russie,
ou alors au sein de ce qu'on appelle le processus P5, donc c'est la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais pour l'instant, ça reste extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, peut-être quand on parle de dissuasion nucléaire, de ne pas se concentrer uniquement sur la Russie, qui est quand même un acteur qu'on connaît bien, alors qui peut certes parfois faire preuve, nous, de vue de l'extérieur, d'un petit peu d'irrationalité quand on voit Vladimir Poutine et ses actions en Ukraine, mais une doctrine qu'on connaît bien, un arsenal qu'on connaît bien. En revanche, avec la Chine, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on voit aussi une certaine hypocrisie chinoise qui, d'un côté, affirme avoir une politique de non-emploi en premier de son arme nucléaire. C'est-à-dire qu'elle affirme que elle n'utilisera l'arme nucléaire que si elle est elle-même attaquée par une arme nucléaire et après que la frappe a eu lieu. Mais en revanche, en fait, on voit que ce terme est en train de disparaître des débats stratégiques chinois, que sa posture est en train d'évoluer et que la Chine peut difficilement être présentée comme une puissance nucléaire responsable si, de l'autre côté, elle renforce largement son arsenal nucléaire. Donc effectivement, on est quand même sur une évolution de cet équilibre nucléaire mondial. Il y a donc énormément d'efforts à faire pour que la dissuasion continue à fonctionner et continue à nous préserver d'une troisième guerre mondiale. New Start prend fin en 2026. Bon, il est un peu suspendu actuellement, mais Jean-Marie Collin, lui, il y voit une fenêtre d'opportunité. Ça permet en tout cas de réfléchir à la suite. Lui, il pense à un monde sans dissuasion nucléaire. C'est son cheval de bataille. C'est bien normal. Nicole Niesotto, j'ai bien compris qu'a priori, ça vous paraît un peu illusoire en l'état actuel des choses. Vous écrivez beaucoup sur l'Europe. Le dernier ouvrage, d'ailleurs, l'Europe changer ou périr. Et justement, arrive une question, mais l'Europe dans tout ça, c'est un de mes prismes aussi, l'Europe dans tout ça, en termes de dissuasion, où en est-on, sachant que finalement, il n'y a plus que la France? Si vous parlez de l'Union européenne, oui, l'Europe n'existe pas, l'Union européenne n'existe pas dans la question du nucléaire militaire. Dans la question du nucléaire civil, c'est autre chose. Mais en matière de dissuasion nucléaire, l'Union européenne n'existe pas. Et depuis le départ des Britanniques de l'Union européenne en 2016, il n'y a plus que la France qui est un État nucléaire doté au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, les pays européens sont très unis sur beaucoup de dossiers de politique étrangère. Il faut reconnaître qu'ils sont quand même très désunis sur la question de la dissuasion nucléaire, puisqu'une grande partie des pays de l'Union européenne du Nord, en particulier la Suède, la Finlande, sont des pays antinucléaires, très actifs, je s'imagine, aux Nations Unies, contre la dissuasion nucléaire, et ça pose un petit problème quand même quand certains pays disent la France doit remplacer son statut de membre permanent du Conseil de sécurité contre un statut européen. Moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, puisque les Européens ne sont même pas d'accord entre eux sur la dissuasion nucléaire, sur leur rôle dans le monde, etc. etc. Donc l'Europe n'existe pas, ou du moins, il existe en Europe, dans l'Union européenne, deux Europes. Celle qui a confié, qui a renoncé à l'arme nucléaire, en particulier l'Allemagne, qui est signataire d'une TNP, et tous les pays membres de l'OTAN, en échange d'une garantie nucléaire américaine élargie à l'Europe par le biais de l'OTAN. Donc les Européens n'existent pas en tant qu'acteurs nucléaires, mais ils sont couverts, en principe, par la dissuasion nucléaire américaine élargie dans le cadre de l'OTAN. La dissuasion française, à ce stade, ne couvre que la France et ses intérêts vitaux. Et tous les gouvernements français depuis De Gaulle se sont bien gardés de préciser ce qu'étaient ses intérêts vitaux, parce que si vous dites « Ah, mes intérêts vitaux, ça va jusqu'à la Pologne », ça veut dire que tout ce qui est au-delà de la Pologne, eh bien, la Russie peut l'attaquer, et qu'on ne se considérera pas comme menacé si la Russie prend un morceau de la Roumanie. Et donc, on n'a jamais voulu préciser ce qu'étaient nos intérêts vitaux. On a en même temps, par 4 fois, je crois, si ma mémoire est bonne, mais je n'ai pas révisé tout ça avant de venir, mais je crois désolé, par 4 fois, il y a eu Mitterrand-Baden-Baden, il y a eu une fois Chirac, ou 2 fois Chirac, une fois Sarkozy, proposer que la dissuasion française ait une dimension européenne.
Et Emmanuel Macron. Donc ça fait 4, voilà, ça fait 4. Et bon, voilà, on l'a proposé sans détail, sans comme ça. Et évidemment, la réponse des Européens, c'est pas de réponse. Silence radio, personne ne veut en entendre parler, parce que personne ne veut affaiblir la réalité, si elle existe, de la dissuasion américaine élargie à l'Europe. Et surtout pas les Allemands qui se disent, oh là là, je ne vais pas commencer à demander aux Français d'étendre leur garantie nucléaire à mon pays, parce que s'ils le font, ben les Américains nous diront, oui super, vous êtes maintenant défendus par les Français, donc nous, on retire notre dissuasion élargie. Donc, on a proposé plusieurs fois aux Européens, ne serait-ce que de discuter avec eux de notre dissuasion, mais ils n'en veulent pas. Et donc, la réponse là est très claire sur l'Europe. L'Europe n'existe pas comme acteur nucléaire. Et en Europe, il y a 2 sortes de pays, ceux couverts par la dissuasion nucléaire américaine élargie et la France, qui couvre la France et les intérêts vitaux de la France. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que parmi les signataires du TIAN porté par l'ICAN de Jean-Marie Collin, il y a des Européens. Oui. Alors l'Autriche, Malte, c'est pas forcément les plus gros pays de l'Union, mais c'est des membres des 27 qui donc eh bien, participent à ce plaidoyer contre l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire. Nicole Niesotto, et puis on va arriver. On a commencé ce débat avec la guerre en Ukraine. On va boucler la boucle. Volodymyr Zelensky appelle de ses voeux une conférence internationale de la paix. Est-ce que et parmi les éléments qu'il met en avant, il y en a une dizaine, il y a notamment la remise en question de la dissuasion, en tout cas corriger les excès de la dissuasion côté russe. On parle carrément du désarmement des Russes à la fin d'une guerre, un peu sur le modèle allemand post-Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que dans ces termes-là, alors là on est dans de la politique fiction, dans la géopolitique fiction, est-ce que ça vous paraît possible ou est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'illusoire ? Quand un pays est attaqué par la Russie et que toute l'Ukraine est en guerre contre la Russie avec toutes les atrocités qui sont commises, parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose d'absolument atroce. Il y a plus de 100 000 morts des deux côtés. Enfin, c'est des atrocités tous les jours. C'est donc la guerre de la Première Guerre mondiale plus la guerre du XXIe siècle par drones, cyberattaques, satellites interposés, etc. Quand on est dans cette situation de défense et qu'on propose et qu'on expose, publiquement ce que pourraient être les 10 étapes, non pas d'un plan de paix, mais d'une sortie de guerre, forcément, on a une vision extrémiste des choses. Zelensky ne va pas dire nous, on veut un plan de paix où on dirait il faut que les forces russes se retirent de 200 km. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les Ukrainiens se mettent dans une optique de victoire, de même de capitulation de la Russie et donc de désarmement de la Russie, y compris sur le plan nucléaire. Moi, tout en étant bien tranquillement assise dans mon fauteuil et ne connaissant pas la guerre, donc c'est facile quand même de critiquer ou d'avoir un autre avis, je pense que cette radicalité dans le désarmement et le démembrement de la Russie n'arrivera jamais. Parce qu'on ne peut pas détruire l'arme nucléaire d'un pays, de l'extérieur. Ou alors il faudrait attaquer nucléairement la Russie pour lui détruire son arsenal nucléaire. Donc je comprends très bien les points du plan ukrainien, mais je ne pense pas que ce soit le point de départ d'une véritable négociation. Et il y a d'ailleurs plusieurs positions dans le débat sur la sortie de guerre en Ukraine. Il y a ceux qui pensent effectivement à la démobilisation, la capitulation, le désarmement de la Russie. Ça, c'est la vision extrémiste de la fin de la guerre. Elle est réelle, elle est très portée en Ukraine. Il y a une autre vision qui est une vision de la disparition de la Russie par effondrement, c'est-à-dire l'Ukraine gagne la guerre et tout d'un coup, toutes les républiques de Russie se mettent à vouloir leur indépendance. Il y a une espèce de décomposition intérieure de la Russie, donc la Tchétchénie devient indépendante, toutes les régions deviennent indépendantes, il ne reste plus que le Grand-Duché de Moscovie, et à ce moment-là, c'est une victoire par désintégration interne de la fédération russe.
me paraît également très peu probable. Et puis, il y a une troisième vision de la sortie de guerre. Eh bien, c'est une vision où la Russie continue à exister. Et malheureusement, le monde est fait de telle sorte que la Russie n'est pas à côté du Burkina Faso, elle est notre voisin de l'Union européenne. Donc, il faudra trouver une architecture dans laquelle la Russie sera censée exister. Pardon, il y en a même 4. La quatrième vision, qui est très peu partagée, mais qui existe sur le plan théorique, c'est la guerre par démocratisation de la Russie. C'est-à-dire Poutine perd, il est un coup d'État, il est remplacé par je ne sais qui, d'abord un général, et ensuite l'étincelle démocratique prend racine, et finalement la Russie devient un État démocratique, donc ça pose plus de problème pour la sécurité de l'Europe. Je crois que de ces 4 visions, la dernière et la première, c'est-à-dire la démocratisation de la Russie et la disparition par capitulation et désarmement de la Russie, sont, à mon avis, très peu probables. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir, c'est vrai qu'il faut penser à l'après-guerre, mais dans tous les cas, me semble-t-il, dans tous les cas, me semble-t-il, je ne vois aucune façon, mais aucune façon, soit d'obliger la Russie à détruire son arsenal nucléaire, soit à détruire nous-mêmes l'arsenal nucléaire de la Russie. Ça me paraît de l'ordre de l'impensable. Et donc, si sur Terre, il doit rester un seul pays, et je reviens aussi à la Chine, si sur Terre, il doit y avoir 2 pays qui garderont toujours leurs armes nucléaires, la Russie et la Chine, je ne vois pas pourquoi la France accepterait de se séparer des siennes. Voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle, on a quasiment tenu les temps. Je suis très pragmatique. J'ai une mauvaise nouvelle, le temps qui nous est imparti et touche à sa fin. C'est le moment attendu, enfin j'espère, des questions, des questions du public. L'idée, je le rappelle, étant de permettre de faire circuler la parole et ne pas s'opposer forcément de manière brutale. Merci à chacun donc de rester concis comme nous tous et respectueux. Y a-t-il des questions dans la salle? Visiblement oui. Bonjour, Émilie Gaillin, maître de conférence HDR à Sciences Po Rennes, ancienne coordinatrice générale de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Il y a le nouvel agenda pour la paix en discussion en amont et en parallèle du sommet de l'avenir qui est complètement dédié aux droits des générations futures. Quelles sont vos réflexions à ce sujet, s'il vous plaît? The New Agenda for Peace. Plusieurs ou... Ok. Bon, le nouvel agenda pour la paix, comme Émilie Gaillard vient de le dire, c'est de travailler, de faire en sorte que les nouvelles générations puissent accéder à un monde de paix et qui repose véritablement sur la Charte des Nations Unies aussi et qui engage un certain nombre d'États à travailler et aussi à lier la question du dérèglement climatique, puisque là, on a beaucoup parlé de la crise nucléaire militaire potentielle, sauf qu'on a aussi devant nous, et on commence à la vivre déjà, une crise qui est bien là et qui va aussi engendrer des tensions de plus en plus importantes et potentiellement des tensions entre puissances nucléaires. Donc l'objectif de cet agenda est bien de relancer des négociations sur comment faire en sorte pour travailler ensemble entre États selon des solutions pacifiques et éviter d'avoir recours à la guerre qui est réalisé. Donc typiquement, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires s'interroge sur ces questions-là, engage aussi les générations futures, puisqu'il fait en sorte, enfin en tout cas c'est dans son préambule, d'imaginer qu'il n'y aura plus jamais d'utilisation d'armes nucléaires pour que les générations futures ne soient pas affectées par potentiellement la radiotoxicité d'un nuage radioactif ou une guerre nucléaire tout simplement, et travaille à ce sujet-là, donc participe véritablement à créer un monde différent. Alors personne n'a dit que ça allait être facile. On n'est pas des bisounours. On a bien conscience que les armes, c'est fait pour tuer. On a bien conscience qu'il n'y a pas d'armes vertes. La seule question, encore une fois, que nous, notre organisation, on pose, mais c'est la même aussi qui est posée avec nos collègues de la Croix-Rouge, du CICR ou encore de plus d'une centaine d'États. Est-ce que vous voulez vivre ou mourir après avoir vu l'utilisation d'une arme nucléaire? Et ça, c'est une vraie question que la Croix-Rouge française, puisque c'est la seule Croix-Rouge du P5 qui travaille avec nous, qui interroge les Français. Et donc, ça montre bien qu'il y a quand même des questions qui ne sont pas réellement posées dans ce débat global sur un sujet qui est plus discuté que débattu en réalité, notamment au sein du Parlement.
Mais moi, je me dis aussi qu'en fait, malheureusement, comme on disait, l'être humain étant actuellement ce qu'il est, on en parlait aussi, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer l'arme nucléaire pour que la dissuasion fonctionne, à part si effectivement on considère que, on l'espère, hein, qu'on verra un jour la paix dans le monde, mais comme vous l'avez dit, avec les crises climatiques, ça risque aussi d'être moins possible. Et moi, malheureusement, je suis persuadée qu'on arrivera peut-être à inventer une arme plus destructrice que l'arme nucléaire si on l'abolit, alors qu'il y a encore actuellement des mécanismes qui permettent en fait de limiter les risques d'utilisation, et puis des traités que par exemple les États-Unis n'ont pas signé, la Chine non plus, qui est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et qui permet par exemple de limiter la radioactivité des essais, et puis aussi de freiner largement la modernisation des programmes nucléaires, parce que c'est beaucoup plus difficile de moderniser un arsenal nucléaire lorsque vous ne faites pas de tests. Et donc en fait, il y a encore énormément de traités et de mécanismes qu'on peut implémenter tout en conservant la dissuasion nucléaire qui, à mon sens, permet quand même actuellement d'éviter les conflits entre grandes puissances, même s'il y a toujours des façons de contourner la dissuasion par le bas, d'où l'importance d'un équilibre en fait entre dissuasion nucléaire et puis force conventionnelle. Et après, effectivement, c'est aux gens de choisir effectivement s'ils ont un risque minime de mourir dans une explosion nucléaire ou un risque un peu plus élevé de mourir dans un conflit conventionnel. Nicole Niesotto, on choisit quoi? Non, mais Quelle moi, mort, je ne veux pas vous nous- mourir Ah, on va par pas. un nuage radioactif qui viendrait d'un éventuel échange nucléaire. Bien sûr que non, je suis comme tout le monde. J'ai peur de l'arme nucléaire, mais j'ai encore plus peur des armes conventionnelles, parce que celle-là, c'est sûr qu'elle tue. L'arme nucléaire, elle est suffisamment, ou en tout cas, toute la question est de contrôler suffisamment les mécanismes de la dissuasion nucléaire pour éviter que ce nuage un jour n'apparaisse. Et je voudrais juste faire un détail par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas vrai qu'un homme seul décide d'appuyer sur le bouton qui libère l'arme nucléaire. On n'est pas seul. Le président François Mitterrand avait dit la dissuasion, c'est moi. C'est faux. En France et en Russie, de la même façon, il n'y a pas un seul, c'est pas Poutine ni Mitterrand, maintenant Macron, pardon, qui décide d'appuyer tout seul comme ça sur un bouton. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui donne l'ordre, mais après toute une série. Alors, pour la Russie, très franchement, je ne suis pas dans le secret de la Russie, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais pour ce qui est de la dissuasion nucléaire française, il y a quand même un mécanisme de contrôle du contrôle, qui est ce qu'il est, qui est secret, dont vous trouvez une grande partie d'explication dans un bouquin qui a eu un prix récemment, il y a 4 ou 5 ans, le prix du livre de géopolitique, le bouquin de... Monsieur Tertrais? Non, pas Tertrais. Ah, non. Le bouquin de le journaliste du Point, comment il s'appelait? Oui, Jean Guinel et Bruno Tertrais. Oui, Guinel et Tertrais. Oui, mais c'est pas le bouquin de Tertrais tout seul, c'est un dialogue entre eux. Hein. Non, et qui explique très très bien le plus clairement possible le lien entre le président de la République et la dissuasion. Donc je voulais simplement enlever ce mythe que c'est un homme tout seul qui appuie. C'est pas aussi simple. Mais donc oui, moi je ne veux pas mourir par un nuage, mais il faut multiplier, comme vous l'avez dit, les moyens de contrôle sur l'exercice de la dissuasion nucléaire. Et à ce stade, je suis d'accord avec vous pour dire qu'en France, la nullité du débat nucléaire est exceptionnelle, est absolument remarquable. Moi, j'ai été membre donc de la commission du livre blanc défense de 2013. Et avant, sur celui de 2013, c'était Hollande. 2008, c'était Sarkozy. Oui, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Hein. J'ai été rédacteur du livre blanc de 2008 et donc sous ordre, mais membre plein et indépendant de la commission du livre blanc 2013. Eh bien, il faut le reconnaître, dans le mandat qui nous était donné, il nous était, dans les deux cas, interdit de toucher à la dissuasion nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est une erreur, à mon avis, monumentale. Je suis d'accord avec vous pour dire que dans ce pays, le débat sur la dissuasion nucléaire est pas digne de la démocratie française. Je ne suis pas
pour le fait qu'il y ait des débats sur la dissuasion nucléaire partout, et ça, c'est pas ça. Mais qu'au moins entre parlementaires, par exemple, ou que dans les commissions sur le livre blanc de la défense qui sont créées, on n'interdise plus de penser à ce qu'est la dissuasion nucléaire pour la défense de la France. Ça me paraît évident. Je ferme ma parenthèse et j'avais un dernier point. Alors attendez, oui, donc je ne veux pas mourir par le nuage, donc je le contrôle, ou alors, et je termine par là, la meilleure assurance contre le fait qu'un jour un nuage nucléaire pourrait arriver sur votre tête, c'est de vous bagarrer pour la démocratisation de la planète. Le jour où il y a 192 États démocratiques sur la planète, il n'y aura pas besoin d'armes nucléaires. On va y revenir, mais M. Catandet, merci pour votre patience. Allez-y, posez votre question, monsieur. Jean-Eudes, je suis un pur Normand, donc j'ai des arguments pour chaque camp. J'ai demandé à Mme Miesotto de me corriger si je dis des bêtises. Août 1945, Nagasaki, entre 100 et 150 000 morts, civils. Une semaine après, le Japon capitulait. Dresde, une nuit, je ne sais plus trop quelle année, et Dresde est bombardée par l'aviation anglaise. Je crois que c'est 116 000 morts. Quelques mois, quelques années après, il y avait 20 000 Américains qui se faisaient tuer sur nos côtes. Donc il n'y a eu aucune dissuasion. Le bombardement de Dresde était par des armes classiques. Il n'y a eu aucune dissuasion. Les Allemands ont continué à faire la guerre, alors que les Japonais ont arrêté après le bombardement de Nagasaki. Vous comprenez mon raisonnement? Voilà, exactement. Je veux surtout dire que c'est... On va surtout dire qu'on était dans une période totalement différente, où le bombardement des villes était quelque chose de classique, la dissuasion n'existait pas, et l'arme nucléaire a simplement été employée comme un moyen de détruire une ville. Sachant qu'il y avait déjà eu au Japon plus de 70 grandes villes, dont Tokyo, 100 000 morts par un bombardement incendiaire quelques mois avant, qui ont été détruites. Et c'est un pur mythe de ce que vous êtes en train de dire, donc d'insinuer en tout cas que c'est grâce à l'arme nucléaire qu'il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président Truman a fait un discours 3 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour dire que ce n'est pas l'arme nucléaire qui a permis la fin de la guerre, ça l'a certainement aidé. Et on s'aperçoit aujourd'hui, de par les historiens, que l'élément déclencheur qui a poussé les Japonais en fait à capituler, c'est parce qu'au même moment du déclenchement des armes sur Hiroshima et Nagasaki, l'URSS s'apprêtait aussi à envahir et était en face sur la Mandchourie. Donc voilà. Oui, non, je veux bien vous croire. Hein. Oui, surtout que l'arme nucléaire à l'époque était vue comme une super arme conventionnelle parce que justement il n'y avait pas d'autres puissances à dissuader. Et donc en fait, le film Oppenheimer le montre assez bien d'ailleurs. Oui. Non, c'était une super attaque conventionnelle parce qu'on ne se rendait pas compte en fait du potentiel dissuasif de l'arme nucléaire à l'époque, même si on l'a compris très rapidement après. Dès 1946, Bernard Brody, l'arme absolue, enfin voilà, les concepts de dissuasion sont nés après, mais l'arme nucléaire à l'époque était une super bombe en fait. Alors mon argument pour l'autre camp, c'est que moi ce qui me fait le plus peur, c'est pas tellement la Chine, c'est plutôt les pays comme l'Iran, le Pakistan. Qui sont peut-être beaucoup plus difficiles à contrôler, peut-être moins raisonnables dans leur folie que la Russie ou la Chine. Pour vous, alors oui et non, parce que donc l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, faut le rappeler, et ils n'ont pour l'instant pas la volonté de l'avoir, parce que comme je l'ai expliqué, le coût de développement serait supérieur aux bénéfices. Et puis, on a parlé de responsabilité liée à l'arme nucléaire. Je ne pense pas qu'ils aient pour l'instant envie d'avoir cette responsabilité. Et pour le coup, leur dissuasion conventionnelle dans une perspective régionale fonctionne. Donc, à mon sens, il n'y a pas à s'inquiéter d'une potentielle arme nucléaire iranienne à ce stade. Et pour le Pakistan, c'est vrai que dans les années 2000-2010, on parlait beaucoup de l'instabilité de la dyade entre l'Inde et le Pakistan, qui, comme je l'ai rappelé, se sont développés nucléairement en fait en réaction l'un face à l'autre. En plus, le Pakistan fait preuve d'une inventivité en termes d'armement nucléaire qui est qui peut être assez intéressante à étudier. Mais en réalité, on se rend compte que depuis plusieurs années, il y a là aussi entre eux quelques mécanismes de coopération qui se mettent en place et que surtout, en fait, il y a une compréhension des
j'aime pas le terme de ligne rouge, mais des limites l'un par rapport à l'autre, et que par exemple des crises conventionnelles très graves entre l'Inde et le Pakistan, la crise de Kargil ou d'autres attaques terroristes commises par des supplétifs pakistanais en Inde, même ça, en fait, n'ont pas conduit à l'emploi de l'arme nucléaire indienne contre le Pakistan. Et donc, en fait, ce qu'on avait pu penser sur Inde-Pakistan, qui avait une doctrine d'emploi, une vraie doctrine d'emploi un peu offensive, en réalité, on se rend compte que progressivement, ils apprennent en fait de leur passif nucléaire, parce que ce sont des puissances nucléaires relativement jeunes, et que eux aussi petit à petit entrent dans une logique de dissuasion qui est certes beaucoup plus réduite que le couple américano-russe, mais là aussi en fait le risque d'escalade involontaire est bien moindre que ce qu'on pourrait croire. Et puis aussi rassurez-vous, les armes nucléaires pakistanaises, elles peuvent pas atteindre la France. Puis on rappellera que concernant l'Iran, au-delà du danger, avant le retrait américain, l'Iran se conformait, même après le retrait américain de l'accord, se conformait au calendrier et aux jalons qui étaient fixés par l'AIEA. Donc pour le coup, ça a été un facteur aggravant peut-être, mais en l'occurrence, peut-être qu'on est venu ajouter encore un danger au danger. Mais ça après, c'est un autre débat. Monsieur. Voilà, il me venait à l'esprit qu'en référence à Coluche qui disait attaquons la Suisse et perdons la guerre. Est-ce qu'il faut devenir citoyen suisse pour ne pas avoir à subir la guerre? Exactement. Comme l'a dit le CICR, la problématique des armes nucléaires, c'est que les radiations traversent les États, ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, vous pouvez aller vous cacher dans un bunker si vous avez envie et d'investir dans un bunker. Mais quand vous ressortirez du bunker, s'il n'y a plus personne, ça ne servira pas à grand-chose, en fait. Et cette pensée individualiste ne vous aura pas sauvé la vie. Donc, c'est bien ça, la réalité des armes nucléaires. Peu importe à travers le monde où vous serez, peu importe s'il y a uniquement une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, on en subira les conséquences. Et même s'il y a l'usage que d'une seule arme nucléaire, ce qui évidemment n'est pas souhaité sur l'Ukraine, outre la radioactivité, on va avoir un flot de millions de personnes, de réfugiés qui vont venir vers nous. Et on va avoir Et la Suisse, c'est pas une référence, enfin, parce que c'est un pays qui a réussi à passer à travers pas mal de guerres, quand même. Hein. Non, moi c'est bon, il fonctionne. Après, comme j'ai dit, la Suisse cherchait à avoir sa propre indépendance de défense et donc avait un programme nucléaire dans les années 70-80. Après, ce qui est, à mon avis, différent, à nouveau, pour la différence entre guerre conventionnelle et guerre nucléaire aussi, c'est que pour tous les pays du P5, encore une fois, ont signé en début 2022, ont rappelé la déclaration Gorbatchev-Reagan en expliquant qu'une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et donc ne pouvait être menée. Ils sont très bien conscients en fait des dangers d'une guerre nucléaire et aucun pays du monde à ce stade, à part éventuellement la Corée du Nord, mais c'est discutable, n'a de doctrine d'emploi d'armes nucléaires. Je disais, même pour l'Inde et le Pakistan, en fait, on en est vraiment dans une doctrine de dissuasion pour en fait se protéger entre puissances nucléaires, parce qu'encore une fois, c'est le meilleur moyen, malheureusement, qu'on ait trouvé, c'est de se menacer d'une destruction mutuelle. Mais moi, j'arrive pas. Enfin, on n'est pas dans la même logique, vous et moi. Non, mais moi, j'essaye de vous comprendre pour essayer de vous attaquer, enfin, de vous détruire vos arguments. Mais j'essaye vraiment de, non pas de vous attaquer, mais j'essaye je n'arrive pas à comprendre votre point de départ. Votre point de départ, c'est de dire une guerre nucléaire serait atroce, tout le monde mourrait, vous ne pouvez pas vous cacher dans un bunker suisse, alors qu'une guerre conventionnelle, on en réchappe. Mais oui, mais l'objectif, premièrement, c'est de ne pas avoir de guerre. Donc le combat, oui, mais c'est pas, il faut le dire, le combat premier, c'est pas l'élimination des armes. Le combat premier, c'est la démocratisation des relations internationales. Ça me paraît être une priorité. Comme disait Albert Einstein, le problème, c'est pas l'arme nucléaire, le problème, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est une situation. C'est une citation d'Einstein. Autrement dit, l'arme en tant que telle, elle est menaçante selon l'emploi qu'en fait l'humain.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que les régimes autoritaires, les régimes non démocratiques ont effectivement envie d'avoir des armes nucléaires, ça c'est vrai, de l'Iran, de la Corée du Nord, peut-être d'autres un jour, et c'est pour ça que l'ensemble du système international est fait pour les empêcher de proliférer. Quant à ceux qui ont déjà l'arme nucléaire, il y a suffisamment à la fois de systèmes de sécurité, de procédures et de rationalité même dans l'atrocité de l'arme. La rationalité de la dissuasion nucléaire, c'est l'atrocité de l'arme. Parce que si c'était une arme nucléaire moyenne, ça ne marcherait pas. C'est parce que l'arme nucléaire est capable de détruire la planète jusqu'au dernier Suisse que ça fonctionne. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'une guerre nucléaire serait pire qu'une guerre conventionnelle, parce que, si on est sérieux sur la dissuasion nucléaire, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Et si on est encore plus sérieux sur la dissuasion nucléaire, il ne devrait pas y avoir de guerre tout court. Alors vous me direz, c'est une question de foi. Vous n'avez pas l'air d'y croire, moi j'y crois. C'est une question de foi, vous l'avez dit, et vous avez raison. C'est une question de foi. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Mais on peut prouver que la dissuasion conventionnelle ne fonctionne pas depuis le début des temps. La dissuasion conventionnelle conduit à la guerre. Ça, c'est une certitude. Une certitude absolue. Personne ne veut la guerre. On est bien d'accord là-dessus. Mais si. Non. Quand on n'est pas une démocratie, on est très tenté par la guerre. Mais on est très tenté par la guerre. La Corée du Nord ne fait pas la guerre et menace la Corée du Sud. C'est vrai en permanence, mais ne fait pas la guerre, par exemple. La Corée du Sud Je crois que les États-Unis sont une démocratie et ont fait beaucoup de guerres à travers le monde. Mais les démocraties sont imparfaites. Voilà, donc finalement, on tourne toujours un peu autour du pot. Et la question qui se pose depuis aujourd'hui une dizaine d'années, menée par l'ONU, encore une fois par la Croix-Rouge, le CICR, une écrasante majorité des États, repose juste un peu la question qui a été un peu, il me semble, abordée hier par M. Badi, c'est-à-dire de dire, on a changé de monde, on est au 21e siècle. Hélas, non. Et une partie du monde dit aujourd'hui, il est plus possible qu'il y ait simplement 9 États ou que les 5 États qui fassent peser sur moi une menace permanente de changement de société. Et ça, je ne l'admets plus en tant qu'Autrichien, Néo-Zélandais, Mexicain, Costaricain, Sud-Africain, Kazakhstanais. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et si on était une vraie bonne démocratie, qu'on a un certain nombre de défauts, mais comme disait Michel Rocard, les Français ne sont pas les pires, mais ne sont pas les plus faciles sur l'arme nucléaire, on essaierait de travailler au désarmement nucléaire. Travailler au désarmement nucléaire, ça veut dire tout simplement, par exemple, en parler. Vous l'avez souligné, ça, je suis d'accord avec il n'y a pas de débat. Ou simplement, la France ne reconnaît pas ce nouveau traité qui existe, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ok, très bien, mais participer comme État observateur, rentrer dans la salle, écouter. Et simplement ça, le fait de nier ça, est une preuve de l'absence de volonté de bonne foi et donc ne peut qu'aider les États autoritaires à se dire je fonce, j'accélère ma prolifération, j'accélère à avoir des armes nucléaires. Et on est dans cette problématique-là aujourd'hui. Mais vous dites qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites, pardonnez-moi. Vous dites que je ne sais pas combien vous êtes à avoir signé le traité, 160 à peu près. Alors il y a 93 États signataires, 69 ratifications. Vous voyez, je vous donnais encore plus de succès que vous n'en avez eu. Mais vous êtes une centaine d'États à avoir signé ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Tous les États dotés de l'arme nucléaire, évidemment, ne l'ont pas signé. Bon. Non, pas encore. Bon. Vous dites ça et vous expliquiez tout à l'heure que parce que la majorité des États a bien compris que c'est mal, c'est pas bien de l'avoir, ça sert à rien, ça protège pas. D'un autre côté, vous dites qu'il y a un risque de prolifération nucléaire, parce que, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, si jamais l'Iran a l'arme nucléaire, alors l'Égypte, alors l'Arabie Saoudite, alors tous les pays du Golfe, le Maroc, et puis d'autres qui avaient autrefois un programme de prolifération et qui ont renoncé, comme l'Afrique du Sud par exemple, vous dites, si jamais l'Iran a le nucléaire, tous ces pays vont vouloir l'avoir. Alors il faut savoir, soit personne ne veut l'arme nucléaire, personne ne veut l'arme nucléaire. Soit ils feront comme les autres et ils voudront l'arme nucléaire si le voisin l'a. Donc il y a une contradiction dans le raisonnement que vous tenez. Non. Et deuxième argument, moi, encore une fois, je pense qu'il y a 9 États qui ont l'arme nucléaire et 185 qui n'en ont pas, c'est ça, en tout. Mais ces 9 États nucléaires
interdisent la possibilité d'une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Je ne crois pas une seconde à un scénario de troisième guerre mondiale à partir de la rivalité sino-américaine, parce que ce sont deux pays nucléaires et que ces deux pays ne veulent pas se détruire mutuellement. Donc, d'une certaine façon, la dissuasion réciproque entre la Chine et les États-Unis est une garantie de non-guerre mondiale. En revanche, si on abolissait toutes les armes nucléaires, ce serait la dissuasion conventionnelle qui resterait, serait une garantie de guerre mondiale, et bien évidemment, les Américains gagneraient. Bien évidemment, les Américains. Alors, je suis désolé, Héloïse, de un peu faire un ping-pong avec Madame Niesotto et donc de pas. Mais en fait, là, vous avez raison, on ne pense pas différemment parce que nous, on pense à travers une multitude de caractéristiques, c'est-à-dire qu'on ne pense pas simplement binaire, seulement Chine, États-Unis. Il y a aussi la problématique de l'accident, puis il y a aussi les Nord-Coréens, les Pakistanais. Mais évidemment, plus d'armes nucléaires, ça prendra du temps. On est bien d'accord, on sait que ça ne se fera pas en quelques jours. Mais ça signifie aussi un changement de la pensée mondiale. Ça signifie une réforme du Conseil de sécurité. Ça signifie aussi une vision différente. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui donc doit s'accompagner dans le même temps de la création peut-être d'autres institutions pour garantir un peu plus la paix. Si éviter. Vous le prenez comme ça, oui. Mais c'est évidemment ça. C'est pas seulement on enlève un système d'armes, puisqu'on sait très bien que ce système d'armes a fondé les relations internationales depuis 1945 et a créé des tensions à différents. Donc c'est un ensemble de travaux qui doivent être menés, sachant que cette menace permanente empêche ces différents travaux et ces différentes réflexions. Bon, on l'aura compris, le groupe vit bien. Le débat est lancé. Alors vous pouvez toujours poser des questions. J'alerte en revanche sur le fait qu'ils sont chauffés à blanc, donc faites très attention. Ah non, on n'est pas chauffé à blanc là. Oui, bonjour. J'avais réquisitionné le micro, excusez-moi. Merci pour vos débats. J'ai juste une petite question. Oui, je ne me lève pas parce que... on sait que l'arme nucléaire, c'est l'arme par excellence, enfin l'arme suprême. Il y a aussi tout ce qui est attaques cyber et autres qui peuvent déstabiliser les États ou l'économie. Mais quid des armes chimiques qui peuvent être aussi des armes de destruction massive et qui, si on enlève l'arme nucléaire, peut aussi dévier vers les armes chimiques. Et du coup, c'est beaucoup plus vicieux, parce que là, on ne sait pas toujours qui sont les auteurs. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, en fait, sur ça. Oui, alors effectivement, la différence quand même, c'est que malheureusement ou pas, je ne sais pas, les armes chimiques sont moins efficaces entre guillemets qu'une arme nucléaire pour détruire l'humanité, et du coup il n'y a pas de question de dissuasion quand on parle d'armes chimiques. C'est plutôt une arme d'emploi. On l'a vu malheureusement, l'emploi d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad contre sa propre population, et c'est une arme qui est considérée en fait comme l'apanage d'États, je dirais pas d'États terroristes, mais en tout cas voilà, le concept un peu d'État voyou qu'avaient développé les États-Unis. Et du coup, à mon avis, non, c'est pas une arme qui pourrait remplacer l'arme nucléaire si jamais il n'y avait pas d'arme nucléaire, tout simplement parce que déjà, les armes chimiques, faut se rappeler, existaient avant les armes nucléaires. Les armes chimiques, ça a été utilisé largement pendant la Première Guerre mondiale, avec des conséquences désastreuses, mais c'est pas ça qui a réussi à faire arrêter la Première Guerre mondiale. Et puis après, vous avez l'interdiction d'armes chimiques qui est beaucoup plus avancée, effectivement, que l'interdiction des armes nucléaires, parce que vous avez un tabou. Alors, il y a un tabou autour de l'arme nucléaire, mais qui concerne l'emploi de l'arme nucléaire, mais pas, en fait, sa présence dans les relations internationales et toute la question de la dissuasion. Mais vu qu'il n'y a pas de dissuasion avec les armes chimiques, tout ce qui est autour des armes chimiques est considéré comme tabou, et d'ailleurs les Américains ne se sont que récemment débarrassés de leur stock d'armes chimiques. En revanche, vous avez posé une question assez intéressante sur le cyber. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de réflexions sur ce qu'on peut appeler la dissuasion intégrée, et c'est-à-dire comment en fait combler ce qu'on peut essayer de dissuader avec des forces conventionnelles, donc des affrontements de petite ampleur, de faible ampleur, et puis ne pas aller directement à la menace nucléaire, mais comment en fait s'occuper des menaces entre les deux. Et donc ça, c'est une réflexion stratégique qui commence à émerger, et le cyber a une place là-dedans. Et on imagine par exemple les attaques cyber de très large ampleur qui pourraient justement avoir des conséquences pas aussi énorme qu'une arme nucléaire, mais tout de même des conséquences importantes. Et c'est tout un débat en fait stratégique qu'il faut avoir. Et je pense qu'il faut vraiment compter sur vous,
puis j'ai envie de m'inclure dedans, mais sur la nouvelle génération qui, en fait, on a vraiment vu une culture stratégique pendant la guerre froide extrêmement forte sur le nucléaire, parce que c'était quelque chose que les personnes qui étaient en vie pendant la guerre froide subissaient tous les jours, parce qu'il y avait une menace nucléaire qui était très présente. Et puis on l'a complètement oublié depuis le début des années 90. On parlait beaucoup, moi j'ai grandi plutôt avec la menace du terrorisme. Et puis là, on voit à nouveau le retour du fait nucléaire dans les relations internationales, sauf qu'on n'a plus vraiment de grands penseurs pour y réfléchir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on compte sur nous. Alors, soit effectivement pour se rendre compte que la dissuasion nucléaire porte en elle un avenir de continuer à nous préserver de guerre mondiale, ou au contraire, on peut considérer que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qu'il faut abolir. Mais en tout cas, c'est extrêmement important d'avoir un débat. Et moi, je vous encourage, les jeunes générations, à lire énormément sur le sujet et puis à vous documenter, à vous faire votre propre avis et de faire émerger en fait la réflexion stratégique sur la dissuasion nucléaire. Elle est pas mal la conclusion là, non je vous remercie. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Non, il y avait quand même l'évocation de l'intelligence artificielle, mais on n'aura pas du tout le temps, mais qui était un peu liée, qui posait elle-même des questions par rapport à cette dissuasion. Mais c'est une question, la dissuasion, qui dure depuis 1945. On aura l'occasion de tenir un autre débat. Mais comme il y a une autre question et qu'on a encore 4 minutes exactement, questions et réponses comprises. Oui, merci. Je vous rappelle quand même qu'on est tous égaux dans ce pays. Qu'au niveau du monde, a priori, tous les êtres humains doivent être égaux en dignité, en droit, et qu'on doit faire preuve de fraternité. Je le dis parce que ça me paraît incompatible avec les armes nucléaires et leur possession par quelques-uns. Et des décisions vraiment très étriquées dans le domaine. Et effectivement des risques accidentels. Le secrétaire général des Nations Unies, il y a 3 ou 4 assemblées générales, a commencé son assemblée générale en disant « L'humanité est à une erreur d'appréciation près de sa disparition ». Une erreur d'appréciation près, elle est peut-être déjà faite dans des logiciels qui commandent les systèmes d'armes nucléaires. On n'est plus en 1945. Un sous-marin nucléaire aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1000 fois Hiroshima ou Nagasaki. Et s'il sort, ça ne sera pas pour envoyer un missile. La France n'a pas d'armes autres que stratégiques. C'est-à-dire qu'on est capable d'emblée de détruire au moins une ville, mais largement plus. Donc, on est dans le concret. Moi, je suis né quand était détruit. Donc, il faut voir ce que ça signifierait, mais une erreur. Mais le risque actuel, effectivement, il est de disparition de l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est comment on en sort. Il se trouve qu'on était 2 canets, moi pour la Ligue des droits de l'homme, et puis une jeune étudiante de Sciences Po à Caen, à faire partie de la délégation d'ICANN France à la conférence de Vienne, la première réunion des États partis. Il se trouve qu'on est aussi en train d'inventer une nouvelle forme de démocratie, chose qui était demandée. Les intervenants de la société civile sont intervenus au même niveau que les États. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas voté. Et les 2 Françaises qui sont intervenues, les 2 Polynésiennes, l'une, Léna Normand, déclare « Pour la grandeur de la France, moi j'ai un cancer du sein », et l'autre, Imura, je ne sais plus son nom, moi pour la grandeur de la France, j'ai une leucémie. La France ne veut pas reconnaître le droit humanitaire et ne veut même pas en discuter. C'est l'enjeu de faire que la France participe aux négociations et applique le droit. Elle a signé un traité, le TNP, en 1992, qui oblige à négocier de bonne foi l'abolition des armes nucléaires. Le nouveau traité l'impose. Non, mais c'est le problème. C'est le problème, c'est que je suis à égalité aussi, et à un moment donné,
à un moment donné, on ne peut pas nous dire que la France peut continuer, comme les autres puissances qui ont des armes nucléaires, à ne pas respecter le droit et à faire risquer au monde sa disparition. On n'est pas dans le même domaine que les armes traditionnelles. On est dans un tout autre domaine. Voilà. Alors ma question, c'est effectivement comment on peut permettre aux citoyens qui, dans tous les sondages, sont majoritairement pour l'abolition des armes nucléaires, comment on peut leur permettre d'arriver à ce que le droit soit respecté et qu'à un moment donné, on en sorte. On ne va pas avoir toutes nos vies et les générations futures l'épée de Damoclès qu'un accident arrive. C'est très facile, vos arguments, monsieur, et je trouve que ce n'est pas fair-play d'avoir 3 représentants de la même mouvance prenant la parole. Moi, j'ai déjà dit tout ce que je pensais. Je ne suis pas pour le silence français. Je suis pour la démocratisation du débat. Je suis pour reconnaître qu'il y a un danger, qu'il y a une amoralité. Donc, n'essayez pas de dire qu'il y a des hommes... qu'il y a des humains qui sont plus intelligents que d'autres, plus moraux que d'autres, qui ont compris le danger de l'arme nucléaire. Et puis, il y a des militaristes comme moi qui n'auraient rien compris. C'est trop simple, c'est pas vrai. Je trouve que la dissuasion nucléaire mérite mieux que ces prophéties sur un avenir sans guerre. Moi, je répète une seule chose. Regardez l'histoire du monde, lisez vos livres d'histoire. Il n'y a jamais eu de dissuasion conventionnelle dans le monde. Point. Pour le moment. Mais moi, il faut que j'y aille. Ouais. Merci à vous de votre fidélité au Forum mondial. Je vois que d'autres peuvent... Ah bon, alors... ouais, ils sont en train de partir. Bon, bah, merci de votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine donc pour un forum et des débats de qualité comme chaque année. Merci à vous et à bientôt. Merci à tous.